Que s'est-il passé dans la ville de Pau, en France, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004? Installez-vous confortablement, je vous explique le double meurtre qui a horrifié toute la ville il y a maintenant plus de 20 ans. Ce drame est survenu au centre hospitalier des Pyrénées le 18 décembre 2004 lorsque la relève du matin arrive au pavillon Montbretias du centre hospitalier des Pyrénées. Ils se rendent compte que quelque chose cloche. Le bâtiment est entièrement fermé à clé alors que ce bâtiment-là est censé accueillir et hospitaliser les personnes âgées de plus de 70 ans en psychiatrie pour un court séjour. Mais ce matin-là, la relève constate que la vitre des toilettes du personnel qui donne sur l'extérieur du bâtiment est brisée. Il y a des traces de sang partout. Rapidement, ils alertent la police et 2 policiers arrivent sur le lieu. Ils découvrent une scène macabre, très horrible. Lorsque la police pénètre dans le bâtiment, ils découvrent 2 corps gisant au sol. Une infirmière et une aide-soignante. Toutes les 2, elles ont été massacrées. Leur corps a été abandonné dans un état inexplicable. Un crime d'une particulière sauvagerie. Une aide-soignante, Lucette Gariot, est retrouvée égorgée. Elle était mère d'un enfant. Une infirmière, Chantal Klimaszewski, a été décapitée. Elle était mère de 2 enfants. Alors qu'elles faisaient juste leur boulot, elles prenaient soin des personnes âgées et handicapées. Lucette Gariot, l'aide-soignante âgée de 40 ans, a été égorgée. Quant à l'infirmière Chantal Klimaszewski, le tueur s'est totalement acharné sur elle. Après avoir tué la pauvre dame, il a retiré la tête de l'infirmière et l'a posée sur son téléviseur non loin de la scène de crime. C'est une scène d'horreur. À la découverte des corps, la police retrouve beaucoup de sang. Le sang de 2 victimes, mais aussi le sang d'une personne qui a pu se couper en rentrant par infraction au sein de l'établissement. La police retrouve aussi des traces de baskets de pointure 43 qu'il relève certainement appartenant à un suspect ou au tueur. Une traque de but le jour même de la découverte des corps. La police met aux arrêts 5 personnes, dont un ancien patient du centre hospitalier des Pyrénées. Tous en garde à vue, ils sont relâchés le lendemain même et tous innocentés grâce au test ADN effectué. L'ADN recueilli sur la scène du crime ne concorde avec aucun ADN des 5 personnes mises en garde à vue. Mais la population veut un coupable. Justice doit être faite. La famille endeuillée, entristée, veut des réponses. Quel est le motif de cette barbarie? Pourquoi s'en prendre à des infirmières? À l'époque, le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, se rend sur la scène du crime et dénonce un acte inqualifiable, scandaleux, horrible même. Bref, nous sommes en plein décembre et c'est la période des fêtes très difficile de poursuivre l'enquête. La population de Pau doit retenir son souffle jusqu'au 29 janvier, soit plus de 1 mois après les faits. Le 29 janvier 2005, la police en plein patrouille dans la ville de Pau verra un jeune homme vers 22h30 en train de fumer un pétard. La police décide donc d'arrêter ce jeune homme-là. En voyant la police, il va sortir une arme à feu et tenter de tirer sur la police tout en restant caché derrière une voiture. Comme ça. Et nous, on lui fait face avec nos armes. On va sur cet individu qui est en train de fumer tranquillement son joint. Et là, le gars me dit, vous ne contrôlez pas, je suis en bas de chez moi. On voit qu'il veut pas obtempérer. Et là, l'individu met la main à la poche. Et là, il sort une arme. Il pointe à mon collègue qui est face à lui, à même pas 1 mètre. Le coup ne part pas. Ça fait clic. Il se tourne vers moi. Il essaye à plusieurs reprises. C'est une scène un peu irréelle, même si on est habitué au niveau police. Je sors mon arme, je demande des renforts, mon collègue sort son arme également. Et il se met en appui derrière un véhicule. Il nous tient toujours en joue. Et comme il n'y a pas de départ de coup, il se met à genoux pour manipuler son arme et éjecter la cartouche qui ne fonctionne pas. Et là, à ce moment-là, on l'interpelle. Un vrai scénario digne d'un film western. Sauf que dans les films western, les scénarios que nous voyons sont des mises en scène. Dans tous les cas, le scénario ne tiendra pas jusqu'à la fin, car l'arme que tient le jeune homme dans sa main est tellement vieille qu'elle va s'enrayer. Et la police va rapidement l'arrêter. Le jeune homme s'appelle Romain Dupuis, âgé de 21 ans au moment des faits. Alors, qui est Romain Dupuis, l'homme qui a tenté de tirer sur la police? Qui ne fonctionne pas, et là, à ce moment-là, on l'interpelle. Et on l'interpelle ici, au niveau de la plaque des deux. On est samedi soir, il y a du monde partout. Pour nous, c'est un simple fumeur de joint qui a tenté de nous tirer dessus. On ne sait pas pourquoi. Et il se trouve que... Âgé de 21 ans au moment des faits, Romain Dupuis sera hospitalisé 3 fois au centre hospitalier des Pyrénées à Pau
Il souffre d'une schizophrénie paranoïde. Il sera donc soumis à un traitement spécialisé, mais Romain Dupuis refusera catégoriquement de prendre son traitement. Il estime juste qu'il n'est pas malade et de plus en plus, son comportement devient très étrange. Il deviendra très violent envers sa famille, mais aussi envers sa compagne. Lors de son arrestation, la police constate que Romain Dupuis chausse du 43. En fait, les baskets de Romain Dupuis correspondent aux traces des baskets de pointure 43 qui ont été retrouvées sur la scène du crime. Sur sa main, on retrouve une blessure très récente. Alors la police fera rapidement le lien entre les indices que le tueur a laissés sur la scène du crime et Romain Dupuis. Nous avons des éléments et reste à vérifier. Rapidement, pour faire le lien entre Romain Dupuis et le double homicide, les policiers feront des prélèvements ADN et envoyer ces prélèvements-là au laboratoire à Toulouse pour attendre les résultats, savoir si Romain Dupuis a quelque chose à voir avec le double homicide qui a eu lieu au centre hospitalier de Pyrénées à Pau. Bien avant, Romain Dupuis et sa compagne seront durement auditionnés par les enquêteurs et la compagne affirmera que le jour du double meurtre, Romain Dupuis est sorti promener son chien vers 22h30 et qu'il est revenu à 6h30. Elle dira aussi que Romain Dupuis a pour habitude de porter sur lui un couteau de cuisine. Romain Dupuis, à son tour, sera auditionné par les enquêteurs. Il va reconnaître les faits tout de suite. Il va avouer le double meurtre rapidement aux enquêteurs. Mais il n'explique pas correctement les faits, ce qui a dû se passer cette nuit-là, ou alors il explique à sa manière. Tout est confus dans ses explications, une obscurité totale. Il changera plusieurs fois sa version. Il évoque d'abord une vengeance par rapport à une agression qu'il a subie vis-à-vis de ses marginaux. Quelque temps après, il dira avoir agi sous pulsion. Pour finir, il dira que ce soir-là du double meurtre, il avait la conviction que des gens surnaturels étaient à l'intérieur du centre hospitalier des Pyrénées. Bon, on veut bien croire qu'il n'était pas tout seul dans sa tête ce soir-là. Mais c'est quoi le motif du double meurtre? Pourquoi le centre hospitalier des Pyrénées? Pourquoi s'en prendre à une infirmière et une aide infirmière qui apportaient leurs aides, leur soutien aux personnes en situation handicapée? Dans son slip, on retrouve des vis cruciformes. Il les a cachés là pour éviter que les chiens ne le mordent, alors que lui-même avait un chien. Les enquêteurs ont en leur possession beaucoup d'éléments pour prouver que c'est Romain Dupuis le coupable du double meurtre. Lui-même l'a déjà avoué, mais il faut quand même confirmer cela avec des preuves matérielles et scientifiques. En attendant, Romain Dupuis sera transféré à l'unité des maladies difficiles à Cadillac en Gironde. Quelque temps après, les résultats des tests d'ADN reviennent de Toulouse. Il n'y a plus de suspense. Le sang retrouvé sur la scène du crime correspond au sang de Romain Dupuis. Les résultats matchent. Romain Dupuis est coupable du double meurtre. C'est un très grand soulagement pour les parents des victimes. Soyons d'accord, c'est pas un soulagement de perdre un être, mais c'est un soulagement pour eux de retrouver le meurtrier de leur fille, de leur femme, de leur sœur. Voilà. Et du coup, nous avons un coupable, nous avons des victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme la procédure l'indique, un coupable doit être jugé. Mais une question s'oppose. Romain Dupuis est-il coupable ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Les familles des victimes endeuillées ont trouvé un coupable. Faut qu'un procès s'établisse le plus rapidement possible. Romain Dupuis doit payer pour tout ce crime. Palais de justice de Pau, mercredi 2 février. Toute la presse attend la sortie d'un homme, Romain Dupuis, 21 ans, accusé du double meurtre commis à l'hôpital psychiatrique de la ville. Une bataille judiciaire va débuter et selon les experts, Romain Dupuis n'est pas coupable vis-à-vis de ces actes-là. Même s'il les a commis réellement, Romain Dupuis souffre d'une schizophrénie paranoïde. C'est qui le protégera juridiquement? Ah, il faut que c'est moi qui vous informe. Vous ne savez pas qu'en France, il existe plusieurs lois qui permettent de protéger une personne, c'est-à-dire même si cette personne commet des actes qui sont atroces, ces lois-là peuvent protéger ces personnes-là, peu importe dans la circonstance dans laquelle elles se trouvent. Ce qui sous-entend que juridiquement parlant, la responsabilité de ces personnes-là ne peut être engagée en aucun cas. Romain Dupuis sera donc déclaré irresponsable de ses actes pénalement et une ordonnance de non-lieu psychiatrique sera déposée par ses avocats. Non-lieu, c'est comme si le crime n'a pas eu lieu, mais ces familles de ces victimes-là ne lâcheront rien. Elles vont se battre
corps et âme pour faire appel de cette décision et rapidement le procès va s'ouvrir en novembre 2007 et durant 3 jours de procès en juge d'instruction, Apo va finir par confirmer cette ordonnance de non-lieu en décembre 2007. Faut savoir que Romain Dupuis n'a jamais été jugé pour ses actes et grâce à cette affaire-là, de nouvelles lois ont pu naître en France. Certaines lois ont été aussi adaptées. Une nouvelle loi qui a vu le jour grâce à cette affaire-là, celle du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. C'est très logique si cette loi-là avait été adaptée bien avant Romain Dupuis allait être jugé pour ses actes. Parce que nous avons des victimes, nous avons des parents des victimes qui en souffrent. Même si juger Romain Dupuis ne va pas faire renaître leurs parents, leurs proches qu'ils ont perdus, mais quand même, il aura quand même le peu de soulagement dans leur cœur. Ne serait-ce que savoir que le meurtrier de leurs parents, leur famille, leurs femmes se retrouve peut-être derrière les barreaux. Bref, dorénavant, une personne ne peut pas être déclarée automatiquement irresponsable de ses actes. Il y aura forcément une audition pour déterminer si la responsabilité de l'individu peut être engagée ou pas. Après cette affaire, Romain Dupuis sera transféré au Cadillac en Gironde à l'unité des maladies difficiles sous haute surveillance. Et avec l'aide de ses avocats, il demandera à être retransféré quelques années plus tard dans un hôpital peu sécurisé, mais toujours dans le cadre hospitalier. À ce jour, il est âgé de 44 ans et a été transféré dans une structure moins sécurisée, mais suivi par des médecins spécialisés. C'est ainsi que s'achève notre affaire Romain Dupuis. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.